Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 15 octobre 2019. Voici les titres de cette édition. L'ANPA de Saint-Dizier a ouvert ses portes à notre rédaction à l'occasion de la Journée nationale des toxicomanies. Reportage dès le début de ce journal. Le conseil départemental de la Meuse a mis en place le projet Ma fameuse idée. Un budget d'1 million d'euros accompagne ce dispositif, à suivre dans un instant. Les forces de l'ordre ainsi que les sapeurs-pompiers de la Marne étaient présents à Vitry-le-François dans le cadre de la journée de la sécurité intérieure. Et nous terminons ce journal avec les coulisses d'un spectacle consacré à Léonard de Vinci. Avant de développer ce journal, revenons un instant sur ce fait divers édifiant qui s'est déroulé hier matin à Ligny-en-Barrois. Un homme âgé de 70 ans a ouvert la porte de sa maison à une personne déguisée en agent Enedis. 3 autres complices sont alors jaillis sur la victime, ils l'ont ligoté et bâillonné dans sa cave avant de le rouer de coups. Un 5e complice aurait fait rentrer une voiture dans la propriété afin d'être à l'abri des regards. L'homme a été transporté aux urgences de Bar-le-Duc et entendu par les enquêteurs. Les suspects sont, eux, toujours recherchés. La rédaction en a voulu savoir un peu plus sur l'usurpation des identités des agents Enedis en contactant le directeur territorial de la Meuse. Avec nous par téléphone, Monsieur Lanfray. Bonjour Monsieur Lanfray. Bonjour. Alors, quel est votre ressenti face à ce scénario ? Nous avons tout d'abord une pensée là pour la personne qui a été victime là, de cet acte véritablement odieux, qui est sans aucun rapport bien évidemment avec l'activité d'Enedis, mais quelqu'un qui a tenté d'utiliser Enedis pour commettre cet acte vraiment répréhensible. D'accord. Et ces faits divers impliquant des faux agents Enedis sont de plus en plus fréquents. Comment on peut savoir si on a affaire à de vrais agents ou pas ? Alors, la première chose, c'est déjà que Enedis ne réalise aucun démarchage commercial auprès des clients du réseau de distribution. D'autre part, les prestations les plus courantes que nous pouvons être amenés à réaliser chez les clients, chez les particuliers, elles sont faites à la demande du client ou bien de son fournisseur. Et donc, les clients sont informés au préalable, et je le répète, il n'y a vraiment aucun démarchage à domicile qui est fait de manière inopinée. D'accord, donc vous nous assurez qu'il n'y a pas de porte-à-porte auprès des personnes, des habitants ? Il n'y a pas de démarchage de porte-à-porte de notre part. On est sur des interventions qui sont programmées, prévues, organisées. Le client est donc informé. Il y a des rendez-vous qui sont pris et des créneaux pendant lesquels on intervient. Et donc, on peut aussi rappeler des conseils qui ont été notamment, dans le cadre de l'événement là, que vous avez cité, rappelés aussi par la gendarmerie de la Meuse, qui est de demander aussi une carte professionnelle à l'intervenant, de manière à vraiment sécuriser qui intervient et l'objet de sa présence. D'accord, parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Lanfray. Et nous poursuivons ce journal avec ce reportage qui est dédié à la Journée nationale des toxicomanies. Nos journalistes se sont rendus dans les locaux de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie à Saint-Dizier afin de présenter la structure et les professionnels qui y travaillent. Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. Connaissez-vous l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie ? Ils sont plus de 1600 salariés répartis dans 11 régions de France et cette association reconnue d'utilité publique rencontre diverses personnes afin de les aider lorsqu'elles font face à des addictions ou des problèmes d'alcool. En Haute-Marne, 3 structures sont réparties dans le département, une à Langres, une à Chaumont et la 3e à Saint-Dizier. À l'origine de la demande, c'est l'alcool du coup à 40%. Ensuite, on est à 24% de tabac, 17% de cannabis et 13% d'opiacés. On est vraiment sur 2 gros sites avec des équipes quand même assez renforcées puisque du coup on est à la fois sur Saint-Dizier, à la fois sur Chaumont avec des médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, infirmières, secrétaires
qui sont donc du lundi au vendredi chargés d'accueillir l'ensemble des patients. Sur le département, on a à peu près 1300 personnes reçues pour l'année 2018, entourage compris, puisqu'on accueille aussi des personnes de l'entourage. Globalement, sur Saint-Dizier, on est sur à peu près 5 à 600 personnes vues sur une année au moins une fois. Justement, le premier contact pour les personnes souffrant d'addiction est avec la secrétaire, un rôle important au sein de la structure. Pour Valérie, elle occupe ce poste depuis 1990. Au fur et à mesure du temps aussi, des relations, des affinités peuvent se créer avec certains patients qui viennent seulement aussi pour me rencontrer, pour parler un petit peu, boire un café et repartir après. On peut les orienter vers différentes structures en fonction de leurs demandes, ou les orienter vers un professionnel si vraiment il y a une urgence psychologique entre guillemets, quelqu'un à qui vient d'arriver quelque chose de grave, et voilà, oui, il n'y a pas de souci. Parfois, certaines personnes n'osent pas franchir la porte, c'est pourquoi Céline Girard, animatrice de prévention, se déplace en extérieur pour aller directement à leur rencontre. Là, vous vous trouvez dans mon bureau, mais un bureau que j'occupe en fait peu de temps, parce que mon travail, moi, se fait surtout à l'extérieur du XAPAR. Moi, je vais à la rencontre des publics. Alors tout type de public, public scolaire, public en situation de handicap, chantier d'insertion, et donc je vais faire de la prévention. Et donc les publics auxquels j'interviens, pour vous dire, les plus jeunes, ce sont des élèves de CM1. On travaille dès les CM1 et jusqu'à un public adulte, vraiment de tout milieu. Une fois le premier contact passé, les personnes sont directement dirigées vers des éducateurs spécialisés afin de traiter le problème. On assure une partie des premiers entretiens où on recueille la demande de la personne. Sur l'autre partie, on fait tout ce qui est bilan social. Ce qu'on peut traiter, on le traite. Sinon, on renvoie sur les partenaires extérieurs et on peut accompagner sur les partenaires extérieurs. On a aussi une mission sur les jeunes consommateurs, ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs à destination des moins de 25 ans. Qu'on fait en structure et également sur des permanences dans un souci d'aller auprès des jeunes parce que tout le monde n'est pas mobile, on est dans un département pas forcément mobile, et on intervient aussi sur les structures qui accueillent les jeunes, voilà, partout où on peut les cibler. En 2018, près de 1300 personnes ont demandé de l'aide auprès de ces structures. Parmi ce chiffre, 50% ont entre 30 et 50 ans. 1 million d'euros est le budget qui servira au projet meusien Ma fameuse idée. Dans une démarche de démocratie participative, 20% des décisions sont prises par les élus et 80% par les citoyens volontaires. Explication de Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. Le dispositif Ma fameuse idée tenait son dernier atelier de concertation jeudi soir, salle des Roises à Commercy. Le but de cette initiative est de placer les citoyens au cœur des réflexions concernant la répartition du budget du territoire meusien en 2020. Solidarité, numérique, environnement, culture, entraide et service à la personne, voici autant de thématiques répondant aux missions de service public traitées par ce projet. 200 meusiens ont répondu présents sur ces 4 soirées pour débattre en table ronde autour des modalités de fonctionnement du dispositif aidé d'un animateur. Alors très sincèrement, en fait, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la collectivité, au conseil départemental. En tant que citoyen, j'ai souhaité donc avoir un peu plus d'informations parce que je pense que ça nous touche tous de très près. Je trouvais que la démarche du conseil départemental était intéressante de pouvoir demander donc aux gens de formuler eux-mêmes des projets. Et puis c'est l'occasion aussi peut-être de voir émerger des projets qu'on ne voyait pas souvent arriver dans les services du département. Donc ça m'intéressait, si vous voulez, de participer à mon niveau à la démarche. Après avoir abordé les principes du budget participatif, les manières d'exprimer ses idées et les règles qui encadrent le vote des participants, les réunions se sont clôturées par la question de la répartition du budget. Le projet dispose d'une dotation de 1 million d'euros et il appartiendra aux participants de faire une sélection entre les idées et de voter pour celles qui jugent les plus pertinentes. Octobre et novembre seront consacrés à la création du règlement qui organisera cette participation citoyenne. Chaque personne pourra ensuite soumettre sa fameuse idée durant les mois de janvier et de février. Le département choisira quant à lui les projets recevables en mars et avril et les votes seront possibles de mai à juin par papier dans les lieux publics ou sur Internet. Chaque votant devra sélectionner au minimum 3 projets et ne pas en dépasser 10. Le choix des gagnants se fera aussi de sorte qu'il y en ait un par canton afin de couvrir l'ensemble du territoire meusien. Et donc j'ai trouvé ce projet très intéressant, donc j'ai voulu en savoir un peu plus, donc c'est pour ça que je suis là ce soir.
Et je voulais aussi participer un petit peu à son organisation pour pouvoir le déployer d'une manière un peu plus détaillée sur le territoire de la communauté de communes et pouvoir être un interlocuteur privilégié des candidats au projet. Il y a déjà un étonnement, les gens sont satisfaits. Bon, c'est vrai que la première phase n'est pas la plus intéressante puisque là c'est vraiment créer un règlement, mais on s'est rendu compte que les gens adhéraient vraiment. Et d'ailleurs, vous savez, pour faire fonctionner ça, on met une commission citoyenne en place et avant ce soir, on avait déjà 50 personnes d'inscrits pour en faire partie. Donc c'est vraiment, ça prend quoi, petit à petit, ça prend. Et je pense il faudrait qu'on arrive à avoir autant d'idées qui nous remontent que le Gers, par exemple, qui en a eu 1000, ils en ont sélectionné 373 pour en garder 43 à la fin. L'idéal, ça serait qu'on en ait au moins autant. Puis on voit les gens viennent dans nos réunions très intéressés et aussi ils travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils donnent d'eux-mêmes pour pouvoir avoir de nombreuses idées qui pourront être mises dans ces règlements et puis après dans cette démocratie participative. Les lauréats seront connus au mois de juillet et seront soutenus financièrement par le département de la Meuse dans la concrétisation de leurs fameuses idées. Samedi se déroulait la journée nationale de la sécurité intérieure. Les différentes villes du territoire national proposaient une rencontre entre forces de l'ordre et citoyens. Dans la Marne, une rencontre s'est tenue à Reims, mais aussi sur la place d'Armes à Vitry-le-François. Un reportage de Nicolas Fontaine. Pompiers, gendarmerie, police municipale et autres représentants de la sécurité étaient présents ce samedi à Vitry-le-François dans le cadre de la journée de la sécurité intérieure. Un événement national qui a été orchestré par l'association La Sauvegarde pour la ville de Vitry-le-François. En fait, l'équipe de prévention spécialisée a voulu réconcilier la population avec la gendarmerie. Parce que la gendarmerie, ce n'est pas que de la répression, c'est aussi aider la population. Alors en fait, chaque corps de métier de la gendarmerie tient un stand et puis ils expliquent aux gens quel est leur rôle auprès du citoyen. Différents services de la gendarmerie étaient présents, brigade du PSIG, BMO ou encore BPDJ, brigade de prévention de la délinquance juvénile. Principal partenaire de cet événement, elle est basée à Reims et est composée de 5 militaires ayant pour mission principale d'intervenir auprès des jeunes afin de les sensibiliser. À Vitry-le-François, bon, c'est nous n'intervenons pas en zone police, mais Vitry-le-François, effectivement, c'est une grosse bourgade. La police l'occupait il y a quelques années, maintenant c'est la gendarmerie qui a repris. C'est pourquoi, effectivement, il y a un grand besoin sur Vitry-le-François et on est souvent conviés, justement, dans les établissements scolaires à faire des interventions diverses. Alors, on va faire des interventions à partir de l'école primaire pour les niveaux CM1 sur les violences, le harcèlement. Après, plus au niveau du collège, la même thématique, mais on peut avoir un volet sur les dangers d'Internet, les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Quelques pas plus loin, on ne pouvait pas les manquer. Venus avec leur camion, les sapeurs-pompiers de la Marne étaient réunis dans le but de présenter les différents métiers et de créer des vocations. On a déjà eu des personnes intéressées, donc le public se rend sur notre stand et on leur explique les démarches d'inscription pour devenir sapeur-pompier volontaire et aussi les autres métiers donc, qui sont au sein du SDIS, voilà, parce qu'on on a vraiment la partie financière, la partie technique, la partie administrative. On a énormément de métiers au sein du SDIS, donc on présente les différents postes qui sont ouverts et le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Lors de cette journée, une manœuvre du SDIS 51 n'est pas passée inaperçue aux yeux des Vitrias. En effet, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux a sauvé une personne située en haut de la collégiale Notre-Dame. Alors la manœuvre, en fait, ça a été de récupérer une victime qui avait fait un malaise au niveau du palier intermédiaire de la collégiale. En fait, on l'a conditionnée dans une barquette. Avec un système de tension de corde, on l'a remontée et ensuite positionnée sur la tyrolienne pour la faire descendre avec un système de frein de charge jusqu'au sol. Une journée qui aura permis aux visiteurs de mieux connaître les différents domaines de la sécurité. Cela fait maintenant 500 ans que l'artiste Léonard de Vinci est décédé. Ainsi, pour l'occasion, il sera à l'honneur dans un spectacle témoignant de son amour pour la nature. Une représentation prévue à Bar-le-Duc, un sujet signé Nicolas Fontaine.
Depuis des siècles, il fascine le monde. À la fois peintre, dessinateur, inventeur, Léonard de Vinci recèle de multiples facettes, toutes plus fascinantes les unes que les autres. À l'occasion des 500 ans de sa mort, un spectacle sera donné à l'église Saint-Étienne dans la ville haute de Bar-le-Duc. Patrick Sédard est tourangeux, il est né non loin du Clos Lucé, à Amboise, dernière demeure de Léonard de Vinci, aux côtés de François Ier. C'est donc tout naturellement que ce metteur en scène a décidé de créer un spectacle rendant honneur à l'artiste. En fait, Léonard n'a peint que 14 ou 15 tableaux, bon, admettons même qu'il y en ait 16 parce qu'on en trouve toujours à intervalles irréguliers, mais cependant on en trouve. Oui, parce qu'en fait, quand il est mort au Clos Lucé, il a laissé environ 15 000 feuillets où il parle un peu de peinture, mais il parle surtout de nature. Voilà. Parce qu'il a vécu les 14 premières années de sa vie à la campagne. Il était enfant naturel, donc son père l'avait mis un peu au vert pour qu'on ne le voit pas trop. Et il était très choyé par son oncle et son grand-père qui l'ont initié à la vigne, à l'olivier, au cheval. Voilà. Donc ses premières bonnes impressions de la vie, c'est la nature. Le spectacle sera à retrouver le vendredi 18 et samedi 19 octobre à 20h30. Voilà, on va pas faire de la philosophie, on va faire quelque chose qui est sur le domaine du plaisir, en fait. En alternant musique, texte et image. Donc moi, je serai au piano. Il y aura entre autres Michael Lonsdal, Marie-Christine Barrault, François Martouret, Alain Bougrain-Dubourg aussi qui vont dire des textes. Et puis des images qui sont très importantes en l'occurrence. 12 séquences qui font à peu près 2 minutes 30 chacune d'images en animation. Ce spectacle est co-réalisé avec l'ADAPI de la Meuse, une association qui s'engage pour l'intégration sociale des personnes en situation de handicap intellectuel et psychique. Ils deviennent alors des artistes à part entière. Moi, je joue du piano. J'accompagne le monsieur. Donc, je joue avec lui. Et vous préparez un spectacle. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce spectacle ? Bon, je connais pas grand-chose, spectacle. Mais bon, Léonard de Vinci, c'était... l'homme qui avait fait des inventions, non ? Oui, c'est ça. Ouais. Non, il n'a pas inventé la Tour Eiffel, non, c'est Gustave. C'est Gustave Eiffel. Ouais. Un travail de plus de 6 mois qui ne semble pas être pris à la légère. Je sais qu'on va faire un spectacle devant des gens, donc si c'est quand même pas mal de travail, de répétition aussi. Ça me plaît beaucoup. Près de 300 personnes sont attendues pour chaque représentation. Et devant le parvis de l'église, les spectateurs pourront découvrir un merveilleux jardin Renaissance. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.